Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Élise Fabigne, avocate spécialisée en défense des salariés, autrice et cofondatrice du cabinet Alchemist. Très tôt, Élise se prédestine à la carrière d'avocate. Alors qu'elle est en stage en cabinet, elle est victime d'une injustice qui sera le point de départ de sa vocation, libérer la parole autour des violences au travail et des discriminations sexistes. Les femmes, elles viennent ici, elles sont en burn-out complet. Je suis un peu leur dernière carte. Entière et passionnée, charismatique et pétillante, Élise est aujourd'hui une des figures de proue du mouvement pour l'accessibilité au droit. Avocate, derrière les comptes Balance, elle prépare aujourd'hui la sortie de son 2e livre. C'est un livre sur le prix du silence des femmes dans leur carrière. Je voulais leur rendre la parole. Comment a-t-elle réussi à se faire une place et à faire entendre sa voix dans un monde d'hommes ? Je suis très souvent la seule femme à la table des négociations. Comment surmonter son syndrome de l'imposteur ? Comment prendre soin de sa santé mentale ? Sans plus attendre, je t'invite à découvrir le courage et la persévérance d'une femme d'exception. Très bonne écoute. Élise, je suis ravie de faire ta rencontre pour de vrai cette fois-ci, parce qu'on s'écrit et on interagit ensemble depuis 2 ans. C'est ça, exactement. Mon parcours. Je suis le tien aussi et j'adore ce que tu fais. Voilà, donc je suis ravie. Merci de m'accueillir dans les très beaux locaux. Mais avec plaisir. Voilà, donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va te présenter. Mais avant ça, est-ce que tu peux me dire comment ça va aujourd'hui ? Peut-être sur une échelle de 1 à 10. Mais ça va super bien, même si c'est aussi une période où j'ai énormément de travail juste avant les vacances de Noël. Mais ça va. Je termine l'écriture de mon 2e bouquin, donc j'essaye de me détendre. Bon, bah écoute, on va en parler. Et avant de te présenter avec tes mots, j'ai un petit message pour toi. Je suis Ali, je suis l'amie d'Élise depuis 2004 sur les bancs de la fac. En apparence, c'était quelqu'un qui pouvait avoir l'air d'avoir la réussite facile. Elle pouvait réussir un examen sans être jamais allée à un cours. Mais cette apparente décontraction, ça masque en réalité une énorme capacité de travail et de réflexion. C'est quelqu'un qui est toujours en recherche permanente d'apprendre. C'est aussi quelqu'un qui sait prendre des risques, que beaucoup ne prendraient pas, moi la première. Elle est entière, passionnée. Ça conduit à beaucoup de joie et de réussite, mais aussi à beaucoup de larmes et d'échecs. Nous avons d'ailleurs scellé notre amitié en la réconfortant d'une rupture amoureuse autour d'un fondant au chocolat caramel au beurre salé au Café Divan, près de Bastille, pour être tout à fait précise. C'est une formidable avocate. Être à ses côtés est vraiment une chance, car elle donne beaucoup sans compter. Elle a permis à beaucoup d'avancer dans ce métier. Elle a accepté de donner sa chance plusieurs fois à des jeunes qui n'avaient aucune expérience dans le domaine pour lequel ils étaient recrutés. Tout simplement parce qu'elle donne sa confiance facilement et que son optimisme lui fait toujours penser que tout ira bien. C'est grâce à cette joie de vivre et cette générosité que je suis sûre que vous allez passer un bon moment avec elle dans ce podcast. Alice, mon associée, ma meilleure amie, voilà. Ça te fait quoi d'entendre ça ? Bah, ça fait toujours quelque chose parce que on se voit toute la journée, hein, puisque nous sommes associés et on a quasiment toujours travaillé ensemble. Mais en fait, on se parle peu de nous parce qu'on est prises par tellement de choses. Et puis, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que qu'on n'a pas tellement le temps de se parler de nous, de nos relations, de notre relation et de notre histoire. Et on est extrêmement différentes et très complémentaires. Donc Élise, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Alors, je suis avocate, spécialiste en défense des salariés, en droit du travail. Donc, je ne défends que des salariés, jamais d'entreprise, et ce depuis assez longtemps. J'ai été l'avocate des comptes Balance, donc du mouvement MeToo au travail. Je suis très spécialisée dans la défense des femmes. Donc tout ce qui est discrimination sexiste, discrimination à la maternité particulièrement, égalité salariale. J'ai essayé de médiatiser ces sujets et ces sujets de violence au travail parce que ça semble encore trop ordinaire pour beaucoup de monde, alors que ces situations-là sont de vrais tsunamis pour les personnes qui les vivent. Donc on a essayé de médiatiser ces sujets-là. Et je suis assez fière d'avoir apporté ma contribution à cette libération de la parole autour de ces sujets qui étaient encore très tabous quand j'ai commencé, il y a 13 ans. Donc je suis cofondatrice du cabinet Alchemist Avocat avec Alice, qu'on vient d'entendre.
On a une super géniale équipe. On est en train d'essayer de former une petite armée d'excellents avocats. Alors maintenant, j'utilise plus féminin parce que nous avons un homme depuis quelque temps. J'ai vu ça, tu as vu ça. Voilà. D'excellents avocats dans la défense des salariés parce qu'il y en a pas suffisamment vu le phénomène des souffrances au travail. Et on est en train de réussir. L'équipe s'agrandit. J'ai écrit un premier livre qui est le manuel contre le harcèlement au travail. J'ai cette obsession pour l'accès au droit. C'est pour ça que je prends beaucoup la parole sur les réseaux sociaux et que j'essaye de faire pas mal de supports pour tous les salariés qui n'ont pas les moyens ou le réflexe d'aller consulter un avocat pour les aider, leur donner des conseils. Et puis là, je suis en train de terminer mon second livre qui va parler du prix du silence des femmes dans leur carrière. Oh là 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 là. Okay. Beaucoup de choses à dire. Ah ouais, incroyable. Bah, j'ai hâte que tu nous en dises plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remonter un peu dans le temps. Et j'aimerais savoir quel type de petite fille tu étais. Alors, j'étais une petite fille très sensible, assez intello. J'arrêtais pas de lire. Je faisais que ça. J'étais un peu décalée, du coup, je dirais. J'étais assez du type déléguée de classe, responsable des manifs au lycée, etc. C'était déjà mon truc, la défense. Et j'étais assez rêveuse, assez idéaliste. Et j'ai eu une enfance plutôt très heureuse en Alsace. Voilà, c'était chouette. Ok. Et tu dirais que, est-ce que par exemple, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ton engagement? Est-ce que tu dirais que c'est ta personnalité ou bien est-ce que tu as été témoin jeune, je sais pas, d'une situation qui t'a révolté? Enfin, comment est-ce que tu expliquerais un petit peu ce fait que tu très tôt finalement eu envie d'être une sorte de porte-parole, défenseuse des droits? Alors, déjà sur le métier d'avocat, enfin, j'ai voulu faire ça très très tôt. Et je sais pas pourquoi, mes parents ne savaient pas non plus. Et j'ai une sœur qui est pharmacienne et elle aussi très tôt, vers 4-5 ans, elle disait qu'elle voulait être pharmacienne. Et mes parents avaient un peu de mal à comprendre parce qu'il n'y a pas d'avocat dans ma famille, il n'y a pas de pharmacien non plus. Et on a toutes les deux épousé nos vocations d'enfants. Et après sur la défense. J'ai toujours, tu vois, quand je faisais un jeu petite, que ce soit des Playmobil ou des Barbie, il y avait toujours un tribunal, une prison, un juge. Voilà, j'étais déjà là-dedans. Et oui, j'ai toujours été une révoltée, une indignée de tout. Déjà à l'école, quand il y avait des enfants qui se faisaient un peu maltraiter, j'étais pas OK du tout. Ma sœur aussi a parfois été embêtée par ses camarades et j'étais sa grande sœur. J'étais assez proactive dans la défense de ma petite sœur. Donc voilà, mais après j'ai pas d'éléments vraiment qui peut expliquer cette vocation. J'ai aussi une mère qui nous a énormément poussés, ma sœur et moi, à être indépendantes, à suivre nos vocations et nos rêves. Et j'ai des parents qui nous ont toujours dit qu'on était capable de tout faire. Et j'y ai cru longtemps. J'y crois encore un peu. Mais si. Voilà. C'est marrant parce que j'avais prévu justement de te poser une question, parce que je trouve que la confiance en soi, elle naît aussi de l'éducation, la confiance que les parents peuvent donner, l'amour, le soutien. Donc là, ce que tu me dis, ça montre bien qu'effectivement, c'est important, en tout cas, pour aller au bout de son ambition aussi, de se sentir soutenu dès le début, quoi. Évidemment, c'est fondamental. Et moi, j'essaye de donner ça à mes enfants. Et j'espère que j'y arriverai. Parce que je me rends compte, et tu vois, c'est Alice, elle le rappelle, j'ai toujours pris beaucoup de risques dans l'exercice de ma profession, même dans ma vie. Alors, peut-être un peu par inconscience, mais aussi parce que je me dis toujours que je peux y arriver et que tout finira par s'arranger. Ça, c'est un truc que je pourrais écrire dans mon bureau, tu vois, devant la porte de mon bureau. Le tatouer. Exactement. Et donc j'ai toujours eu ce sentiment-là.
C'est pas pour autant que j'ai toujours eu confiance en moi. Euh, mais en tout cas, je me suis toujours dit, bon, allez, ok, j'y vais, je fonce. Et tu dirais que c'est tes parents qui t'ont très jeune, justement, mise dans une disposition, t'aider à prendre des risques, enfin t'inviter à prendre des risques. Peut-être, je pense. Après, ma mère venait d'un milieu pas hyper favorisé. Elle a pas vraiment pu faire d'études. Alors, elle s'est très bien débrouillée. Elle était professeure des écoles. Mais tu vois, elle a fait droit et elle a pas réussi. Et je pense qu'elle a voulu nous donner à ma sœur et moi tout ce qu'elle n'avait pas eu jeune. Donc tu vois, moi j'étais en classe musicale, j'ai fait beaucoup de musique, j'étais au conservatoire. J'ai une marraine qui est chanteuse d'opéra qui m'a beaucoup apporté aussi dans ma vie. Et puis mes parents m'ont eu très jeune, et donc j'étais aussi la première enfant de leur bande de copains. Parce que mes parents se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans. Et ouais. Et donc j'ai eu beaucoup d'adultes aussi autour de moi qui m'ont beaucoup donné confiance, avec lesquels j'ai noué des relations privilégiées enfants. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi. Est-ce que tu dirais est-ce que parmi ces adultes, ou même, je sais pas, dans la pop culture, tu as eu justement un modèle, une personne dans laquelle tu t'es reconnue et tu t'es dit, bah tiens, moi j'aimerais être comme elle ou comme lui peut-être plus tard. Ouais, alors moi j'aimais évidemment beaucoup Gisèle Halimi, mais c'est hyper classique. Mais bon, Gisèle Halimi, c'est tout. Je voulais appeler ma fille Gisèle, mais bon, j'ai pas eu gain de cause. Gisèle Halimi, j'aimais beaucoup une autrice qui s'appelle Marion Muraille, parce que je dévorais ses bouquins. Et je trouvais ça génial aussi. Et je me disais, oh, j'adorerais être écrivaine et que mon métier soit d'écrire des livres. Je trouvais ça dingue. On y arrive quelque part. Oui, bah, pas complètement. J'écris sur mon métier, mais et puis j'aimais beaucoup Jeannie Longo, que j'admirais énormément pour sa force, sa liberté, sa détermination, et aussi avec ma meilleure amie d'enfance, on était fan de Jérôme Pasteur, qui était une grande aventurière, exploratrice. Mais bon, ça, je savais déjà que j'aurais été incapable de faire tout ce qu'elle a fait, mais j'admirais beaucoup. Et puis, sinon, dans les modèles proches, évidemment, ma mère et ma marraine aussi, beaucoup. Parce que pour toi, elle représente quoi? Alors, ma mère, c'est quelqu'un de très fort, de très juste, et d'extrêmement bienveillant. Et elle est incroyable, d'intelligence, de bon sens, et elle est très très maternelle, voire maternante parfois. Et donc je l'ai beaucoup admirée. Je l'admire toujours beaucoup d'ailleurs. Et puis ma marraine, alors c'est pas, je suis pas baptisée, tout ça, c'est ma marraine du conservatoire. Donc je l'ai rencontrée quand j'étais en CE2. Et elle est chanteuse d'opéra. Elle est anglaise. Elle s'appelle Suzanne. Et j'ai toujours, bah, déjà, elle est chanteuse d'opéra, donc c'était très impressionnant. Moi qui ai été musicienne, je la trouvais incroyable. Et puis, j'ai toujours admiré sa grande liberté. C'est une femme qui est célibataire, très libre, qui sortait beaucoup. Et donc, quand j'étais ado, je disais même à ma mère qu'elle était un peu rasoir, et que moi, plus tard, je voulais être comme Suzanne, sortir, boire des bières le soir, plutôt que m'occuper de gosses. Et puis extrêmement, ma mère et ma marraine sont deux femmes extrêmement simples et faciles, et avec une aussi très chaleureuse, et un côté très très festif, et elles aiment profondément les autres. Voilà. Ok, donc je comprends que bien entourée. Oui, avec très bien entourée. Des femmes fortes aussi. Oui, très forte. Un peu pionnière même. Jeannie Longo, quand même, pionnière dans son domaine. Tout à fait. Tout à fait. Donc entourée de ces beaux modèles de femmes fortes, Oui. et avec finalement cette envie très jeune d'être défenseuse des droits déjà. Oui. Et donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans ton cabinet
que tu as fondée il y a combien de temps déjà? Il y a bientôt 5 ans. On était 4 au départ. 4. Il y en a une qui a déménagé à Bordeaux, un qui s'est installé tout seul. Et puis aujourd'hui, on a 4 collaboratrices. Un collaborateur, 3 collaboratrices. On a des stagiaires qui reviennent. Et donc, on va être assez nombreux à partir de janvier. Voilà. Et c'est du très coup, chouette. créer ton cabinet, c'était un rêve depuis le début. Enfin, quand toi, tu t'es lancée pour être avocate, est-ce que c'était ton but depuis le début ou pas du tout? Alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas une âme d'entrepreneur. J'adore mon métier, j'adore être avocate. J'ai toujours été passionnée par ce que je faisais. Et c'est une partie de moi-même. Tu vois, pourtant, je vois des gens qui font des reconversions pro toute la journée, etc. Et moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et je vois pas bien. C'est un peu inquiétant et en même temps, ça veut dire que j'aime vraiment ce que je fais. Mais par contre, le côté entrepreneuriat, création de cabinet, c'était pas tellement mon truc. Je l'ai fait avec Alice, déjà parce qu'il y avait Alice, et aussi pour être libre, pouvoir faire exactement tout ce que je voulais. Et donc je suis ravie et j'ai eu de la chance, ça a toujours, enfin, alors il faut que j'arrête de dire que c'est de la chance, mais ça a toujours bien marché. Tu as su saisir les opportunités. J'ai su saisir les opportunités, exactement. Mais à la base, c'était pas du tout mon rêve d'être à la tête d'un cabinet. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur sur le sujet entrepreneuriat et cabinet et gestion d'entreprise. Mais tu sais ce que c'est. Bien sûr. Bah, du coup, ce que tu me dis, c'est intéressant parce que j'allais te demander si tu avais, quels obstacles, finalement, quel a été ton cheminement jusqu'à la création d'Alchemist. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé peut-être après le lycée, comment t'en es arrivée jusqu'ici? Mes parents m'ont forcé à faire S. Je leur en ai beaucoup voulu. Ils voulaient que je puisse choisir, mais bon, je savais déjà que je voulais faire du droit, donc je trouvais ça débile. Mais j'ai fait S. Après, fac de droit, classique. Donc tout s'est bien passé. J'ai rencontré Alice sur les bancs de la fac. J'étais pas une élève super studieuse. Mes parents avaient tendance à dire que je faisais une licence bistrot. Mais Le sens de la formule. c'est ça. mais bon, j'ai toujours eu mes années sans difficulté. Alors Alice, qui était toujours majeure de promo, première en tout, me filait beaucoup les cours. Et Alice était très douée pour deviner quels allaient être les sujets d'examen qui allaient tomber. Donc, je pense que ça m'a pas mal aidée. Et puis donc après la fac, j'ai passé la magistrature que j'ai ratée. Et en fait, c'est une très bonne chose, même si j'admire énormément les magistrats qui font un métier incroyable. C'est une vraie vocation et j'ai une cousine qui est magistrate d'ailleurs que j'admire énormément. Je pense que j'aurais pas pu me sentir bien dans un truc très hiérarchisé. Je suis un peu trop électron libre. Et donc j'ai raté l'ENM, j'ai passé le barreau. Et là, le barreau, je l'ai eu tout de suite. Mais dans le barreau, ce qui me rebutait, c'était j'aurais adoré être fonctionnaire en fait. Ce qui me rebutait, c'était le côté libéral. J'avais pas envie de ça, c'était pas mon truc. Puis fonctionnaire, c'était la sécurité qui Oui, et puis pas avoir, enfin, si tu veux, de problématiques de rémunération, d'argent. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu compliqué. Tes honoraires, tu vois, la petite négociation qui te voilà, j'aimais. Alors que, tu vois, dans mon métier, je parle évidemment beaucoup d'argent et je fais beaucoup de négociations pour mes clients, mais pour soi-même, c'est toujours plus difficile. Donc j'aimais bien le côté fonction publique. Puis je pense que, tu vois, j'ai une mère qui était professeure des écoles et un père qui était directeur d'association dans le secteur public. Donc je pense que c'était aussi mes 2 exemples. Et puis j'avais l'impression que les avocats, c'était un monde un peu bourgeois, à part, pas très accessible. Et moi, je venais de ma province, je connaissais personne. Et d'ailleurs, on me l'a beaucoup dit que en venant de province sans réseau, j'aurais du mal à
être avocate, une avocate qui marche. Voilà. Donc comme quoi, faut pas toujours écouter ce qu'on dit. Et puis donc école du barreau. Là, je fais 2 stages catastrophiques. Un stage où j'ai quand même, j'ai terminé ma scolarité à l'école du barreau en étant disciplinaire. Ma maître de stage était complètement dingue. Elle m'avait embauchée après mon stage, puis elle m'avait donné une semaine de vacances et j'étais partie en vacances une semaine donc, et je suis revenue super malade. Et donc j'ai pas pu aller au bureau à mon retour de vacances et elle m'a virée. Parce qu'elle m'expliquait que c'était à elle de me dire quand je devais aller chez le médecin ou pas. Et que quand on était avocate et surtout sa collaboratrice, eh bien on devait être là, quel que soit son état. Donc elle m'a virée et ensuite elle s'est un petit peu acharnée. Elle avait peur que je pique des clients alors que tu vois j'étais même pas avocate. Enfin c'était absurde. Et elle m'avait mis 19/20 en note de fin de stage et donc elle voulait modifier ma note. Alors heureusement j'ai été très protégée par l'école, mais j'ai quand même passé mon stage avec la sécurité et elle qui essayait ma soutenance de mémoire, enfin ma soutenance de rapport de stage avec la sécurité et elle qui essayait de rentrer pour dire qu'en fait j'étais nulle, qu'elle m'avait dit 19 mais que j'étais nulle. Donc c'était un peu chaud et après ça j'étais un peu déprimée. Je me suis dit bon c'est quand même un milieu de tarés. Donc j'hésitais, je voulais faire autre chose. Et puis ce sont mes amis qui répondaient à des offres d'emploi pour moi d'avocate. Et donc Dans le privé, du coup. oui, dans des cabinets d'avocats. Et donc un jour on m'appelle, je savais même pas dans quel domaine du droit c'était ni quoi que ce soit, et on me donne un entretien d'embauche. Donc je vais au rendez-vous et j'avais cru voir sur internet que c'était du droit routier. Je me disais mais pourquoi ils m'ont fait postuler là mes potes. Et en fait pas du tout, c'était du droit du travail. Et ils m'ont demandé comment s'était passé mon stage. Je leur ai dit très mal. Je leur ai expliqué et ils m'ont embauchée. Et là ça a été beaucoup de bonheur. Je suis tombée dans un cabinet génial, très sympa, très humain, très cocon parce qu'on fait un métier qui est dur, qui est très stressant. C'est un métier d'adrénaline et c'est important d'avoir une bonne base d'atterrissage, d'avoir un truc très bienveillant et avec une grande liberté de parole. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont formée et ça a été incroyable. Et je suis devenue associée de ce cabinet d'ailleurs quand j'étais enceinte de mon fils. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a fait partir de ce cabinet pour créer ton propre cabinet? Bien, c'était un cabinet avec donc mes mentors que j'aime beaucoup, mais qui avaient la soixantaine. Et qui, eux, étaient dans une logique un peu de transmission. Et Alice et moi, enfin surtout moi, Alice, c'était un choix difficile aussi pour elle, mais on avait envie de créer, on avait envie d'être libre et de faire que ce qu'on voulait. Et donc on est parti, mais ça a été extrêmement difficile. Je crois que j'ai mis 6 mois à poser ma dème. J'ai perdu ma voix pendant 2-3 semaines, tellement c'était dur de quitter ce cabinet. Et on est parti et je pense que c'était le truc presque le plus flippant de ma carrière. C'était tu pars d'un cabinet super sympa, dans lequel t'as tes repères, tes dossiers, etc. Puis t'arrives et c'est la page blanche. Et donc je suis arrivée dans ces locaux au début il y a 5 ans. Je me souviens, c'était en janvier. On n'avait pas encore internet, on n'avait pas encore de téléphone. On n'avait pas de site internet. On se demandait si les clients allaient suivre, si ça allait marcher. Et donc c'était une grande aventure, mais c'était aussi assez stressant.
Oui, bah, j'imagine, tu quittes un cocon, C'est des gens ça. qui t'ont finalement un peu remonté, Tout à fait. repêché à un moment où tu avais perdu foi même dans le métier Oui, d'avocate oui. et qui t'ont montré qu'une autre voie était possible. Mmh. Et donc, j'imagine, oui, ça devait être dur un peu de couper le cordon C'était dur, pour se mais lancer. on s'inspire beaucoup de ce qu'on a vécu là-bas, dans l'atmosphère qu'on essaie de créer au cabinet. Oui, en plus, j'imagine que ça a dû bien casser un peu cette image de l'avocat un peu froid, un peu, enfin, de cet univers un peu dur, pour justement te dire qu'une autre voie était possible et que tu avais aussi, avec aussi bah, ta meilleure amie, Oui, l'envie, j'imagine, de créer un cabinet à ton image, à votre image, avec vos valeurs. Parce que exactement. j'imagine que même si le cadre était cocon, vous ne deviez pas forcément avoir un batteur qui était plus âgé. C'est ça, c'est ça. Et puis les fondateurs de notre autre cabinet faisaient pas la même chose que nous. Alors Alice ne fait pas la même chose que moi, hein, elle exerce en droit public, donc on fait des trucs très différents. Mais bon, on est que nous. Et oui, on avait besoin de prendre cette indépendance, mais elle a été difficile. C'était vraiment quitter le nid. Mmh. Et tu disais au tout début que l'équipe était 100% féminine. Mmh. Pourquoi avoir fait ce choix en particulier? Alors, on a un garçon maintenant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au début. On a un garçon, mais bien parce que alors déjà, on a une profession qui se féminise beaucoup, et puis j'avais vraiment envie de lancer et de former des avocates, leur donner confiance, parce que pour nous les femmes, même si la profession se féminise, il y a quand même majoritairement des hommes qui sont avocats associés. Moi, je fais beaucoup de négociations de départ de cadres dirigeants. Je suis très souvent la seule femme à la table des négociations. Et donc, j'avais envie de former des femmes. Et puis, on est quand même un cabinet très estampillé féministe, mais Félix a trouvé sa place. Et tu dirais que ton combat féministe est né suite à des injustices que tu as pu voir, ou juste le constat finalement que les femmes vont peut-être avoir moins, je sais pas, vont peut-être essayer de moins défendre leurs intérêts, qui du coup t'a donné envie de le faire? Oui, bah, j'ai très très vite constaté dans l'exercice de ma profession que les femmes osaient beaucoup moins aller voir un avocat. Quand elles viennent, c'est qu'elles sont vraiment au bout du rouleau, alors que les hommes, ouais, ils vont venir dès que ça commence à pas super bien se passer. Genre, j'ai eu une mauvaise évaluation, je vais voir un avocat. Les femmes, elles viennent ici, elles sont limite en burn-out, enfin en burn-out complet, et je suis un peu leur dernière carte. Et elles se sont beaucoup, beaucoup remises en question. Souvent, elles se sont demandé ce qu'elles avaient fait de mal, quels étaient leurs torts, alors qu'il n'y en a pas forcément. C'est souvent systémique, hein, les violences au travail. Et puis, les inégalités salariales. Alors, j'ai des écarts de salaire de 30% dans certains dossiers entre une femme et son homologue masculin. Et puis, les femmes sont beaucoup plus vulnérables aussi dans la société. Enfin, ça, c'est factuel. J'ai beaucoup de femmes qui sont seules et qui ont des charges de famille. Et c'est un immense stress de perdre son job. Donc ouais, évidemment la défense. Puis comme elles gagnent moins, elles ont moins de côté. Enfin, tu vois, c'est c'est un enchaînement de conséquences. Donc oui, défendre les femmes, ça, j'ai toujours eu vraiment ça à cœur. Et je suis contente d'en défendre de plus en plus, même si encore aujourd'hui, la majorité de ma clientèle sont des hommes. Intéressant. Est-ce que finalement, ils pensent qu'une avocate femme défendra mieux leurs intérêts, ou pas du tout? Juste parce que aujourd'hui, le cabinet a une excellente réputation. Il enchaîne les prix. Oui, 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 oui. Je pense que, moi, à un moment donné, on m'a dit: «Attention, tu vas perdre ta clientèle en t'affichant féministe, et cetera», parce que c'est vrai que j'ai énormément de cadres dirigeants. Mais pas du tout. Continue à venir, heu et ils trouvent ça très bien, pour la plupart. Et bon, après, je pense qu'on n'est pas nombreux aussi au barreau à faire ce que je fais et avoir ma réputation. Donc forcément, les gens viennent, enfin les dossiers viennent, et puis c'est beaucoup de recommandations en général, quand tu as défendu quelqu'un,
3 ans après, tu peux aller à ses soirées, tu connais tous ses potes. Voilà. Donc, comme ça, je connais des bandes de copains entières parce que j'ai défendu un par un. Évidemment, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux dans ma profession. Ok. Tu parlais de ta réputation. Du coup, tu dirais que tu l'as construite comment? Par hasard. Non, pas par hasard, complètement. Alors, j'ai beaucoup le syndrome de l'imposteur et je me dis très souvent que c'est un miracle que je sois à ma place, mais je sais que je suis une excellente avocate. Je sais que si j'avais un dossier à défendre, je me le donnerais. C'est déjà bien. C'est la peur de décevoir, tu dirais, qui peut Oui. te déstabiliser? Bien sûr, la peur de décevoir, et puis c'est une immense responsabilité de défendre quelqu'un. Donc c'est beaucoup de don de soi et c'est beaucoup d'engagement. Et chaque dossier qui arrive au cabinet, c'est le dossier d'une vie d'un salarié. Donc on a une grande responsabilité et on doit être exemplaire dans notre façon de gérer les dossiers. Ça, c'est ce que j'apprends beaucoup à mes jeunes aussi. Donc je me mets effectivement énormément de pression et je travaille beaucoup. Et après ma réputation, ça a été beaucoup le bouche à oreille. Ça a été la confiance aussi de mes contradicteurs, parce que j'ai énormément de dossiers qui me viennent de mes adversaires, où je défends leur famille, leurs amis. Non. Ouais. Et après, je veux plaider contre eux. Donc, non, mais leur confiance me touche. Parce que quand ils sont conflictés, tu vois, quand tu as un conflit d'intérêts, tu envoies en général le dossier à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est souvent moi. Donc, j'ai énormément de dossiers qui me viennent de confrères et de consoeurs. Donc c'est venu un peu comme ça. Et puis après, il y a eu ce mouvement des comptes balance. Et puis un peu avant aussi, j'ai été classée parmi les 30 avocats les plus puissants de France. Et je sais toujours pas trop pourquoi j'étais dans ce classement, mais le fait est que j'étais dans ce classement. Ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et puis, une fois que tu es dans un classement, c'est un peu le classement le plus assez recherché par les avocats. C'est le classement du barreau? Ah non, c'est un classement de JQ, un magazine, mais D'accord. c'est un peu le seul classement de ce type-là des avocats, parce qu'après, t'en as d'autres, t'as le Point, les décideurs, etc. Donc là, on est dedans aussi. Mais c'est tu vois, il y a Brad Pitt sur la couverture, et puis toi... Pardon, est-ce que tu peux? Je l'ai le numéro avec Brad Pitt, mais bon, je pose pas à côté de Brad Pitt, hein, mais donc j'ai été dans ce classement et c'était en 2019. Donc le cabinet était tout neuf, donc ça nous a pas mal aidé. Et puis j'ai eu aussi un prix de l'innovation à ce moment-là. Et puis ensuite, mais tu vois, tout ça c'est venu un peu par hasard. J'ai pas trop le prix de l'innovation. Ce sont les organisateurs qui m'ont appelé pour que je participe. J'aurais même pas pensé. Le classement, pareil, on m'a appelé et je j'avais pas envoyé de dossier de presse, j'en avais même pas. Donc c'est une cliente qui est devenue une amie, qui était DIRCOM, qui m'a aidée un soir à faire un dossier de presse parce que je savais pas ce que c'était. Et donc j'ai été ensuite dans le classement. Et puis après, il y a eu toute cette médiatisation autour du mouvement des comptes balance. Comment c'est parti d'ailleurs? Ah bah, c'est parti vraiment toujours un peu du hasard. Moi, je suis génération Facebook. Je suis plus âgée et donc Bah, moi aussi, hein. t'es plus jeune que moi, je crois. Mais bon, Instagram, je connaissais pas. Et je venais d'avoir ma fille et j'étais confinée chez mes parents. C'était 2020, c'était le confinement à Strasbourg, avec mon bébé et mon fils. Et j'ai une copine féministe avec laquelle je déjeune après d'ailleurs. Il me dit il faut que tu t'inscrives sur Instagram, il se passe plein de trucs féministes, ça va te plaire, etc. Bon. Et elle me crée un compte qui est toujours mon compte, hein, c'est Élise Fabing avocate. Et moi c'est vrai que donc au début j'avais 3 photos d'apéro et des pieds de bébé, bon. Mais je voyais pas trop l'intérêt. Puis pour moi mettre une image pour dire un truc, c'était pas intuitif. Et j'ai vu sur mon fil les comptes, le compte d'Anne Boistard, Balance ton agency. Et je me suis dit, bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a
la justice sociale dysfonctionne. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont pas. Et donc, j'ai vu ça un peu comme un cri de révolte des plus faibles, des salariés. Et donc, j'ai liké. Puis, comme dans mon nom Insta, il y avait le fait que j'étais avocate. Elle m'a assez vite contactée parce qu'elle était déjà menacée, mais c'était au début de son compte. Et donc, on s'est rencontrés et là, ça a été une super rencontre. J'ai admiré son courage. Son inconscience m'a fait un peu peur parfois. Mais S'attaquer à des grands noms oui, sans avoir froid aux yeux. c'est ça. Je l'ai trouvé dingue de faire ça. J'ai trouvé ça incroyable. Et après, on a réfléchi à comment faire de l'accès au droit sur son compte pour tous les salariés. Avoir la partie un petit peu plus pédagogique. C'est ça. Concrète. Et puis vraiment aider, donner des armes, des outils, ouais. des outils, des armes aux salariés. Et donc, on a d'abord essayé de faire des vidéos montées, mais on n'avait pas de temps, pas de fric. Ensuite, on a essayé de faire des fiches, mais ça marchait pas du tout. Et donc, elle m'a dit, on fait un live. Et moi, j'ai dit oui, parce que je dis souvent oui, mais je savais pas ce que c'était qu'un live. Donc, je n'avais aucune idée. Et donc, je me suis retrouvée à faire un live. Et moi, je me suis dit, live en droit du travail, ça fait un flop, tout le monde s'en fiche. C'est pas très sexy, le droit du travail. Et en fait, ça a super bien pris. Donc, on en faisait un par semaine. Est-ce que tu penses que la période Covid étant très compliquée, elle a favorisé justement un climat où finalement l'illégalité, le côté hors la loi de nombreuses startups s'est révélé. Enfin, ça a été un peu un moment charnière. Bien sûr. Quand tu as fait ce live, tu ne t'attendais pas à avoir autant d'intérêt, Non. mais que c'est qu'aussi la période était propice finalement à ce que des entreprises agissent mal auprès de leurs employés. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai principalement une clientèle de cadres, voire hauts cadres. Parce que le réflexe avocat chez les jeunes, ça fait peur. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui viennent dans ce bureau et qui me disent en fait, c'est pas si terrible. On s'attendait pas à ça. C'est vrai que moi j'ai l'image de ça coûte cher et qu'en gros on peut pas forcément s'offrir les services d'un avocat. Alors moi là-dessus, j'ai beaucoup bossé sur mes tarifs justement pour être accessible et je fonctionne à l'effort contributif. Le forfait d'accompagnement est fonction de la rémunération des gens. Waouh. Ok. Parce que c'est plus juste. Alors j'en ai qui râlent, qui me disent mais alors moi du coup je paye le forfait maximum parce que je gagne plus d'argent et vous faites la même chose pour quelqu'un qui gagne 1 500 €. La réponse est oui et c'est comme ça. Et de toute façon on a beaucoup de dossiers donc on peut se permettre de choisir nos clients. Et d'ailleurs je ne prends plus de clients qui négocient les honoraires. Ça c'est ma nouvelle règle. Voilà, c'est fatigant et maintenant j'ai conscience de ma valeur et de ce que je peux apporter à un dossier, donc je le fais plus. Mais oui, c'est vrai que les gens ont peur. Alors moi, je fais beaucoup de premiers rendez-vous gratuits, ça m'arrive très souvent. Et puis j'ai aussi beaucoup de gens qui me posent des questions sur Insta. J'essaye d'y répondre, j'y arrive pas toujours parce que j'ai des moments où j'ai pas du tout le temps. Et puis j'ai plein de gens qui m'écrivent en me disant grâce à ton livre ou grâce à ton live, j'ai réussi à négocier ma rupture conventionnelle, merci, super. Et donc je suis hyper heureuse parce que mon obsession, ça a été toujours de me dire que je défendais les plus privilégiés quand même, principalement, et tous les autres. Et même en défendant, tu vois, des femmes qui ont des postes de dingue, qui ont des parcours incroyables, eh bien, elles n'ont aucune connaissance en droit du travail et elles ne savent pas du tout comment anticiper un contentieux, comment préparer un dossier. Et donc vraiment, pour moi, c'est un combat de leur donner des armes très en amont. Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, et c'est pour ça que j'ai fait tous ces lives sur Insta, que j'ai fait un podcast. C'est vraiment donner plein de conseils gratuits, servir, je l'espère, à un maximum de salariés. J'ai fait des interventions dans des écoles aussi parce que je pense que la prévention du contentieux en droit du travail, ça devrait être enseigné à l'école, à la fac. Parce que sinon on arrive dans une boîte et on se fait maltraiter, on n'a aucun réflexe. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, je ne peux rien faire de leur dossier parce qu'ils l'ont pas constitué, il y a aucun écrit, il y a rien. Puis ils sont virés, on leur a coupé tous leurs accès. Donc je suis obligée de leur dire là on va pas y arriver.
Ouais, une question d'avoir les bons réflexes C'est ça, dès le début. dès le Dès qu'on début. voit qu'il y a une situation C'est peut ça, qui devenir, dérape. qui peut déraper, avoir les bons C'est ça, réflexes. exactement. OK. Et écrire ce livre pour toi, ça a été un exercice compliqué ou ça a été assez simple? Ça a été l'horreur. C'était monstrueux. Et le deuxième, c'est encore pire. Tu vois, après le premier, je m'étais dit que j'en écrirais jamais d'autres et finalement, j'ai rempilé. Le premier, ça a été très dur. Déjà parce que j'ai beaucoup de travail. Et donc, ça prend du temps, en plus de mon activité d'avocate, qui est quand même mon activité principale et qui est très, très prenante. Donc, je suis allée m'enfermer pendant les vacances de Pâques. Alors, j'écrivais le soir et pendant la sieste de mes enfants le week-end. Et je suis allée m'enfermer 15 jours chez mes parents, donc s'occuper de mes enfants. Et j'écrivais, tu vois, en mode comme quand j'étais en partiel. Parce que, comme je te l'ai dit, j'étais pas hyper studieuse, mais pour les partiels, du coup, je devais beaucoup travailler parce que j'avais un peu de retard dans les révisions et j'étais pas forcément allée au cours. Donc, je bossais genre de 8h à 23h. Je faisais une pause pour déjeuner avec mes parents, mes enfants, une pause pour le dîner et j'ai fait que ça. Et dans ma chambre d'ado, j'avais plus le poster de Jeannie Longo pour me donner de la force, mais voilà, donc c'était assez dur. Mais j'ai une éditrice absolument géniale, Sophie Garcin, qui m'a beaucoup aidée et d'ailleurs je connaissais pas ce métier de l'édition et qui est fascinant. C'est concevoir un livre et savoir ce qui va plaire et dans quel langage il faut écrire pour toucher le lecteur. Et donc elle m'a énormément aidée et sans elle, mon livre aurait été, je pense, assez naze. Donc elle a vraiment réussi à en faire un truc dont je suis très fière aujourd'hui. Canon. Et ce deuxième là, donc qui est en préparation, comment est-ce que tu as choisi ce nouveau thème? Alors, j'avais envie d'écrire un livre sur les femmes et sur toutes les embûches que les femmes peuvent rencontrer au cours de leur carrière. Et donc, je cherche un titre encore, hein, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais c'est un livre sur le prix du silence des femmes dans leur carrière, sur comment le monde du travail silencie les femmes, comment les entreprises, quand les femmes sont victimes de discrimination ou de harcèlement, vont acheter leur silence. Et j'avais envie de raconter leurs histoires, parce que souvent elles ont des clauses de confidentialité qu'elles peuvent pas parler. Donc je voulais leur rendre la parole et expliquer à toutes les femmes ce qui peut être vécu quand enfin tout au long de sa carrière. Et donc c'est un livre assez intime et c'est pas évident pour moi puisque je raconte mes rencontres, parce que mon métier c'est aussi des histoires de rencontres. Je rencontre des gens incroyables tout le temps et elles m'inspirent, toutes ces femmes que j'aide. Ce sont mes héroïnes. Elles me donnent de la force. Elles sont très très puissantes. Et puis je dis souvent qu'il y a que des happy end ici parce que je les vois aussi se reconstruire. Je les suis dans le temps. Elles m'envoient toujours un mot quand elles retrouvent un boulot. Je les vois devenir autres, réinventer leur rapport au travail, changer de vie. Et c'est complètement fascinant. Oser davantage peut-être? Oser davantage et se reconstruire parce que j'ai même j'ai certaines clientes et je pense à une en particulier qui va se reconnaître. Mais quand elle est venue signer sa transaction, je l'ai pas reconnue. Tellement elle était, tu vois, elle avait un glow de ce combat est fini et je suis passée à autre chose et elle a créé un média qui cartonne. Je suis hyper fière d'elle, je la suis, je like tout. Et on se voit régulièrement. Parce que, en fait, quand tu suis un dossier, c'est vrai que tu as beaucoup les gens au téléphone. Et je dis parfois à certaines, bah, vous allez me manquer quand c'est terminé. Puis elles me disent, ah bah, moi aussi. Et puis donc, on se voit encore. Alors, certaines sont devenues des amies proches. Oui. Et d'ailleurs, elles ont certaines choisi leur prénom dans mon livre parce qu'évidemment, tout est dépaysé, romancé, mélangé pour conserver la confidentialité. Et donc, j'en ai quelques-unes qui me disent, oh, moi, j'aimerais bien m'appeler Alma. D'accord. Ok. Canon. Waouh, bah, franchement, moi j'ai hâte de le découvrir parce que je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on accepte
en pensant que c'est normal, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Et d'avoir les moyens que tu nous donnes, ces armes justement, pour nous défendre, moi, je trouve que t'apportes beaucoup de bien et tu crées des femmes guerrières autour de toi. J'essaye. Donc, c'est top. Et d'ailleurs, ces femmes qui viennent te voir, tu dirais que elles viennent te voir pour quel de tes points forts? Je pense que les femmes qui viennent me voir, souvent on leur a donné mon nom. On leur a donné mon nom. Parfois, elles vont rencontrer d'autres avocats aussi, puis elles choisissent. Et moi, d'ailleurs, je recommande de voir plusieurs avocats parce que c'est une relation qui est très intuitive personnelle, donc il faut se sentir bien, en confiance et à l'aise. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi le luxe aujourd'hui de choisir mes dossiers. Donc, je choisis autant mes clients qu'ils me choisissent. Donc, c'est aussi pour ça que ça crée de jolies rencontres, je pense. Et je pense qu'elles viennent me voir parce que je suis engagée, parce que je suis à fond dans ce que je fais et parce que je suis accessible. Je leur fais pas peur. J'ai aucun client qui va hésiter à me passer un coup de fil ou à me poser une question. Parfois, ils me disent: «Pardon, c'est peut-être une question con, mais j'ose». Je dis: «Bah, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez». Et donc je pense que c'est pour ça. Et en général, c'est quand même par recommandation. Donc elles savent que j'ai aidé tel ou tel ami à sortir d'une certaine situation toxique. Voilà. Est-ce que tu as eu un cas, un procès que tu as perdu et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Ouais, alors il y a un dossier que j'ai perdu et c'était un gros échec pour moi. C'était pour des visiteurs médicaux d'un labo pharmaceutique qui sont fait extraire d'une boîte par leur employeur. Et ensuite, leur boîte a rompu le contrat commercial avec cette petite boîte. Et donc, ils se sont tous retrouvés en licenciement économique. Et en droit, c'était très compliqué leur dossier parce qu'il y avait un sujet de co-emploi, parce que la boîte avait crevé, donc qui les embauchait. Donc, pour chercher les sous, c'était l'assurance garantie salaire avec des plafonds. C'était que des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'ancienneté, qui étaient proches retraite, et donc qui allaient avoir du mal à se réinsérer sur le marché de l'emploi. Et je savais que c'était limite niveau droit. Mais je trouvais ça tellement injuste en équité. J'ai pris le dossier et c'est vrai que le gouvernement actuel n'est pas très favorable aux salariés. Donc il y a eu pas mal d'évolutions législatives et jurisprudentielles autour de cette notion de co-emploi. Et donc on a perdu. Je suis allée jusqu'en cassation et on a perdu. Et pour moi, ça a été très 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 douloureux parce que c'était un dossier socialement très injuste. Et je sais que ça mettait cette bande de salariés en grande difficulté. Mais le droit était contre nous. Et même si mon métier, c'est de faire rentrer des ronds dans des carrés, parfois ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que tu sais qu'un procès est gagnable ou pas? Est-ce que c'est tes gut feelings se justifient ou... Oui, en général, je sais. Je sais et je dis, d'ailleurs, ce dossier-là, je leur avais dit, ça va être difficile. On peut essayer, mais ça va être difficile. Mais ils avaient besoin de se battre, ils avaient besoin d'aller au bout. Après, en général, je sais, et puis souvent, les gens viennent me voir quand même en amont, donc je construis le dossier. C'est très important, cette phase de construction de dossier. Donc, ça permet de gagner ces dossiers plus facilement, même si on a quand même une justice qui est forcément aléatoire. Surtout, la justice sociale, on est devant des conseils de prud'homme, donc ce sont pas des magistrats professionnels. Donc, en droit, c'est pas toujours parfait. Et donc parfois on travaille beaucoup pour l'appel sur certains points de droit assez techniques. Mais oui, en général, je sais et je dis aux gens, et d'ailleurs je prends pas un dossier quand je sais que c'est perdant. Je leur dis, là, on va perdre. Parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Il y a pas assez de preuves, les faits sont pas assez fondés. C'est souvent la preuve qui fait défaut, et c'est le manque d'anticipation du contentieux. Donc moi, si je peux dire quelque chose aux femmes qui nous écoutent et aux hommes aussi, c'est susciter la preuve, susciter l'écrit, enregistrer, garder des traces de tout. Voilà. Ok. Merci pour ce conseil.
Donc tu m'as parlé de ton point fort, finalement ce qui fait ta force en tant qu'avocate. Est-ce que tu dirais que tu as un point sensible, quelque chose qui peut te faire perdre ta confiance en toi, que ce soit, je sais pas, un saboteur, une Mmh. pensée limitante et en quoi ça peut te bloquer, parfois? Je pense que je suis une hypersensible et hem et donc ça peut être difficile. Mais c'est aussi une grande force, hein, parce que, ça permet de comprendre très vite beaucoup de choses et notamment en négociation, c'est plutôt un point positif. Mais ça peut être, très difficile parce que je me mets une pression énorme sur chaque dossier, et j'ai très peur de décevoir les autres. Donc parfois, je peux me laisser un peu bouffer par certaines relations, par peur de décevoir et je pense que ça peut me couper, une certaine liberté. OK. Hem, OK. Tu me parles de peur. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit récemment, ou peu pas récemment, mais c'était quoi la dernière fois où tu t'es dit: «J'ai peur, mais j'y vais»? Alors je pense que la fois où je me le suis le plus dit, c'est quand même quand, j'ai créé ce cabinet et que j'ai démissionné de mon précédent. Sinon j'ai assez peur des chiens, donc je suis allée voir des gens qui avaient 2 chiens et au moment d'entrer, je me suis dit: «Allez, j'y vais quand même». Après ça m'arrive régulièrement, quand je vais plaider ou quand, je fais une interview, ce type de podcast aussi, forcément c'est un peu stressant et tu te dis, «J'y vais pas» et puis, «Allez, j'y vais» ou quand, je fais des trucs un peu risqués, les comptes balance typiquement ou écrire un autre bouquin, tu te dis, «Bah, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver?» Et puis tu as déjà dit oui en fait, donc tu as pas le choix et c'est ça mon moteur, je dis oui et puis après je stresse. Mmh. Non, c'est bien en fait, même tu me parlais de je sais que j'ai toutes les compétences pour, travailler un sujet, mais j'ai quand même ce syndrome de l'imposteur, Mmh. cette peur et en fait, toi, ta manière de contrer ça, c'est de dire, en fait, d'accepter, de foncer C'est ça. et on stressera plus tard, quoi. C'est ça exactement et puis après on fait quand même un métier qui est très lourd. J'ai beaucoup de gens qui vont pas bien. Heu, j'ai, j'accompagne des familles de personnes qui se sont suicidées au travail. On a de grands dépressifs, on a des clients, clientes, qui sont en hôpital psy, qui sont très dépressifs. Donc ma force, ça a été aussi, de faire superviser le cabinet, donc pas uniquement moi, mais tous les avocats qui travaillent ici avec moi, par une psychologue, qui nous aide à décharger et à mieux gérer, le relationnel avec ces clients-là qui peuvent être compliqués. Waouh! Ouais, en même temps, il faut, quoi, c'est Oui, vrai. Vous oui. gérez tellement des cas, épineux, que prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est génial, tu me tends une perche incroyable parce que j'aimerais un peu parler justement de ça. Justement, comment tu prends soin de toi? Parce que, prendre soin de enfin, la confiance en soi, c'est aussi bien, le mental Mmh, aussi que le corps. bien Donc sûr. comment tu travailles ces deux parts ces 2 aspects? Alors j'essaye de beaucoup me marrer, c'est hyper important. Donc j'ai, des amis très drôles, que j'adore et qui sont un soutien hyper précieux. Je pense qu'avoir une vie privée, équilibrée, pleine d'amour, et de soutien, c'est ce qui permet de tenir, dans les moments difficiles et après, bah, je jeûne régulièrement et j'adore ça. Ça me fait beaucoup de bien. Tu vois, quand j'ai une audience stressante, souvent je mange pas et je me sens mieux. Hem Et puis, j'essaye de faire un peu de sport. Je joue beaucoup, je suis très joueuse, je joue beaucoup aux jeux de société avec mon fils. C'est une grosse passion pour les aventuriers du rail. OK. Après une grosse journée, tu vois, une petite partie d'aventuriers du rail, c'est pas mal. Puis surtout que je gagne souvent. Enfin, même s'il commence à être assez bon, ce jeu, c'est un bon équilibre entre, la stratégie, la chance. Donc j'aime beaucoup parce que je fais quand même un métier, tu vois, je suis extrêmement mauvaise joueuse, mais je fais un métier de joueuse. Tu perds, tu gagnes et tu es jugée tout le temps par ton client, par un juge. Et puis tu attends un délibéré. Moi, quand j'attends un délibéré, je suis comme une dingue. Je suis à 4:00 du mat, je suis debout, je sais que c'est à 13:00 et toute la matinée, je vais stresser et puis là, le coup de fil, là, tu as un shoot d'adrénaline de dingue.
Donc c'est important de savoir se calmer, rester zen. Et je pense que ma chance, c'est de pas être une grande anxieuse. Je pense qu'on peut pas vraiment faire ce métier si on est très anxieux. C'est difficile. Je pense que ça doit être une grande souffrance. Non, bah, du coup, je comprends mieux. J'allais te poser la question sur le rituel, mais du coup, voilà, tu te prépares en fait avant un moment compliqué pour tu te recharges finalement et tu utilises. Tu te tournes vers ta famille aussi pour pouvoir couper et te ça. ressourcer. C'est ça. Et est-ce qu'il y a autre chose qui va te donner de la force? Je pensais peut-être à un gris-gris, une chanson, une phrase, enfin, je sais pas, quelque chose à laquelle aussi tu peux te raccrocher. Ouais, alors j'ai quelques chansons bien rock dans mon iPhone qui me donnent de la force avant d'aller plaider, tu vois. Donc j'écoute AC/DC, j'écoute Rage Against the Machine, enfin voilà, ce genre de choses, tu vois, avant l'audience, ça me met dans l'ambiance guerrière. Après, il y a aussi comment tu te sens, toi, avec ton corps, ton look. C'est quand même important de se sentir bien. Et je sais que j'ai des tenues, c'est des superstitions débiles, mais je sais qu'avec tel ou tel truc, et ben, je gagne. C'est bizarre, mais tu as des petites superstitions. Et puis, j'ai une quinte de cœur sur mon bureau et j'ai le tampon de mon grand-père qui était ophtalmo aussi sur mon bureau et que je touche par superstition quand j'attends mes délibérés. Voilà. Trop beau, j'adore. D'ailleurs, tu me parlais du look. Est-ce que, en tant qu'avocate, tu es sensible au regard des autres, en tant que femme aussi, tout court? Bien sûr, même si en vieillissant, je me suis beaucoup affranchie du regard des autres et de l'image que je devais donner au vu de ma profession. Tu vois, quand j'ai commencé, Heu, pour être plus crédible, en plus j'ai un peu des grosses joues de bébé donc je mettais des trucs, je mettais des tailleurs, des vestes, tu vois, des talons, bon j'ai jamais vraiment réussi à marcher avec des talons donc c'était pas très ambitieux comme type de talons. Et puis quand j'avais, un gros dossier qui arrivait, un cadre dirigeant, j'avais toujours l'impression qu'il fallait, que, je me transforme en businesswoman, d'un point de vue look et maintenant alors je suis plus détente. Je suis comme je suis, je mets que ce qui me plaît et je sais maintenant que, j'ai pas besoin de renvoyer une certaine image, que je peux être, l'avocate que je veux être, en basket si j'en ai envie. Heu et ça c'est assez cool. Et je reçois absolument tout le monde, en jean, en basket, peu importe. Trop cool. Je vais conclure quasiment le podcast maintenant. Je vais te poser peut-être une des dernières questions qui va être quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté? Qu'est-ce qui fait que voilà le matin tu te lèves et que tu es heureuse d'être avocate dans ta vie? Alors mes enfants évidemment, qui donnent beaucoup de sens à tout ce que je fais forcément et puis après ce cabinet qui est mon 3e bébé, heu et je suis hyper fière de mes jeunes avocates et avocats, de leur force, de tout ce qu'ils donnent, pour ce métier et pour le cabinet, pour mes clients. Je suis très fière d'eux et j'espère, réussir à leur donner des ailes. Voilà, c'est une partie de mon métier et c'est quelque chose quand, là, Marion a eu son 1er dossier médiatique, j'étais mais tellement fière qu'elle soit dans la presse, qu'elle ait super bien répondu aux journalistes, qu'elle ait super assuré à l'audience. Ça me fait vraiment quelque chose. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, l'émotion de remporter un procès est toujours est la même qu'au premier que tu as remporté? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, tu toujours, enfin moi je stresse toujours autant. Tu vois, quand j'en parle avec mes jeunes avocats, ils disent: «Mais est-ce que ça passe un peu ce stress, de l'audience?» Bah non, moi avant les audiences, j'ai toujours, le ventre en vrac, je me réveille toujours à 4 heures du matin, en répétant 10 fois mon truc,
Et avant un délibéré, tu stresses toujours autant et la joie est la même. Vraiment. Et heureusement, parce que je pense que tu peux pas bien faire ce métier si t'es un peu blasé. Oui, je comprends. Un peu comme un médecin. Ouais. Il y a besoin aussi de prendre un peu de distance aussi, sinon tu te fais... Ouais, alors moi je suis pas très forte en prise de distance, mais j'y travaille un peu, mais pas trop, parce que je pense que cet engagement-là, c'est ce qui fait aussi la force du cabinet. Ok. Et tu dirais qu'aujourd'hui tu te sens alignée avec toi-même? Complètement. Complètement. Je veux dire, j'ai une chance incroyable, c'est de faire un métier qui est une partie de moi-même. Et que mon métier, ce soit de défendre mes valeurs. C'est dingue quand même. Il y a peu de gens qui ont cette chance-là. Et je sais que j'ai énormément de chance. Top, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Donc, quel challenge tu aimerais te fixer pour l'année prochaine? Challenge avec un S. Alors, challenge avec un S, il y en a plusieurs. Bon, alors déjà, il va y avoir la sortie de mon livre. Je dois terminer tout ça, donc ça, c'est un gros challenge. Ensuite, je suis inscrite à un trail de 17 kilomètres. Bravo. Voilà, petit challenge. Et sinon, c'est quand ce trail? C'est en août. En août. Ok, bon. Ouais. J'ai un peu de temps, mais bon, là il fait froid quand même pour courir. Je trouve que c'est pas hyper agréable. T'es avec une bonne doudoune. D'accord. Non, mais je sais que tu cours beaucoup et j'admire tes temps et tout ça sur tes stories. Je te trouve super forte. Puis après, t'enchaînes super nickel avec Théo Cannes, etc. C'est magnifique. Je me dis waouh, elle assure. Mais écoute, comme toi, il faut juste, je pense, se donner un coup de pied aux fesses, hein, et puis y aller. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis que je le fais pour moi. Et je trouve ça important, justement. Je pense en tant que femme entrepreneur, enfin, tu mets beaucoup de toi-même dans Alchemist. Et c'est vrai que aussi de trouver sa valeur dans quelque chose qui n'est justement pas forcément corrélé à sa passion première, je trouve que ça fait du bien aussi de pouvoir se trouver d'autres, être fière de soi sur d'autres sujets, être moins dépendante. En tout cas, c'est aussi pour ça que je le fais personnellement. Ouais, mais t'as raison. C'est important et il faut savoir faire autre chose que nos métiers qui peuvent prendre un petit peu trop de place. Puis mon autre challenge, ça va être de réussir à déconnecter un peu plus. Tu vois, parce que c'est vrai que mes enfants, ma fille qui a 4 ans, elle pense que mon travail, c'est d'être au téléphone. Et mon fils, tu vois, il est en CM1 et il me dit régulièrement qu'il fait un burn-out, mais il veut que je fasse un recours. Je me dis qu'il entend un peu trop mes conversations téléphoniques. Donc il est prêt pour la vie active. Je me dis, oh là là, mince. Voilà, donc peut-être essayer d'arriver à cloisonner un petit peu plus ma vie perso et ma vie pro. Ok. Bah écoute, merci infiniment pour tout. Franchement, c'était passionnant. J'aurais pu encore te poser des questions pendant des heures. Mais je pense que voilà, en tout cas, j'espère qu'on a pu aborder tous les sujets qui te tenaient à cœur. Oui. Je sais pas s'il y a quelque chose... On fera 10 podcasts, Ok, Margot. bon, génial. Voilà. Le rendez-vous est pris. Et merci infiniment. Merci à toi. Voilà, j'espère que vous avez tous pris plaisir autant que moi à écouter Élise nous raconter son parcours, ses combats. Et voilà, c'était passionnant. Bravo à toi et longue vie à Alchemist. Merci beaucoup. Merci d'être arrivé au bout de ma conversation avec Élise Fabigne. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a montré tout ce qu'il est possible de réaliser en se faisant confiance. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser une note de 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi nous dire ce que tu as pensé en le repartageant sur Instagram, sans oublier de nous taguer @ocan_studio. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Point Fort.